Je suis Jérôme Ripoulon, je suis le cofondateur de Confluence et j'ai le plaisir, on est partenaire de cette édition, et j'ai le plaisir d'animer cette controverse. L'agriculture a-t-elle perdu la bataille de l'attention politique? J'aimerais surtout qu'on ne perde pas la bataille de votre attention. Et donc, on va commencer dans le vif du sujet. Ah ben voilà, le député Richard Amos est là. Fidèle à son engagement, voilà. Et donc pour aborder cette controverse avec un temps, je le rappelle à chacun des intervenants, très minuté, 5 minutes pour Maxime et Richard. Donc Maxime qui va parler dans le camp du oui, il va défendre le oui, l'agriculteur a perdu la bataille de l'action politique. Il est agriculteur et il est président depuis quelques mois d'ailleurs de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire. Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait de longues armes dans le syndicalisme agricole. Donc il connaît bien le sujet. Et du côté du non, la bataille de l'agriculture n'aurait pas perdu la bataille de l'opinion, c'est Richard Amos, qui est le bien connu député du Loiret, qui a fait de l'alimentation et de l'agroalimentaire ses chevaux de bataille. Et en réaction, nous entendrons Frédéric Gon, qui est agriculteur dans le Loiret, voilà, grande culture, et Sandrine a été avantageusement remplacée, voilà, en tout cas, par un citoyen engagé du club Carrefour, et rappelez-moi votre nom. Fabrice, voilà. Fabrice qui s'était exprimé dans la table ronde précédente. Donc, on va donner la parole d'abord, je crois que c'est Maxime qui commence. Voilà, tout à fait. Donc, Maxime, vous avez 5 minutes pour défendre l'idée, la position que, effectivement, l'agriculture a perdu la bataille de l'attention politique. Très bien. Eh ben, bonjour à tous. Je vais me représenter en 2 mots. Maxime Buzard, je suis céréalier à côté de Pithiviers, président de la Chambre régionale d'agriculture et puis vice-président de Jeunes agriculteurs national en charge de l'économie des filières et de la PAC. Très heureux de débattre avec toi, Richard. Dire que malheureusement, tu es le seul député aujourd'hui et tu es le seul parlementaire de présent à Open Agri-Food. Hier soir, il n'y en avait pas. Je sais que tu t'es excusé et ce n'est pas à toi que je fais le reproche. Et de toute la journée, il n'y a pas d'autres parlementaires d'attendus aujourd'hui ici. Il y a quelques collaborateurs que je remercie de leur présence, alors que nous avons le secrétaire général de la FNSEA, le président de Chambre d'agriculture de France, beaucoup, et je les remercie de leur présence soit avec moi, soit avec Hervé dans votre salle, beaucoup de responsables des interprofessions, des filières, des associations spécialisées, de l'industrie agroalimentaire, de la distribution. Le monde de la production et de la transformation et de la distribution agricole et alimentaire est présent aujourd'hui à Orléans. C'est l'excellente idée qu'a eu Xavier Belin il y a quelques années. Malheureusement, les décideurs, ceux qui nous orientent le modèle agricole, ceux qui le contraignent, ceux qui nous imposent par ici le Nutri-Score, de 1 l'éco-balise, ceux qui ont voté Egalim 2 avec, je ne sais plus comment ça s'appelait, ce nouvel indicateur, voilà, ne sont pas là pour écouter ce que le monde de la production a à dire, ce que le monde de la transformation et de la distribution a à dire. Et je pense que ça illustre bien le décalage qu'il peut y avoir entre les bonnes intentions d'un certain nombre d'acteurs politiques, notamment depuis 2 ans avec les très grandes mobilisations agricoles qu'on a connues à l'hiver 23-24, où on a vu se défiler sur les autoroutes avec un beau tas de paille et puis un petit calepin plusieurs premiers ministres. Si je ne me trompe pas, il y en a eu 5 depuis le moment où Gabriel Attal a rencontré un illustre inconnu sur une autoroute dans le sud de la France. Et l'écart qu'il y a entre les paroles prononcées devant les télés, surtout quand il y a des blocages agricoles, et la réalité des actes votés par les parlementaires, portés par le gouvernement. Donc voilà, premier sujet. Deuxième sujet, la difficulté qu'a l'État, et le président de la République en particulier, à reconnaître les corps intermédiaires. Le monde agricole en France, on est extrêmement structuré. Et je pense que c'est un atout, et c'est ça qui a participé aussi à la performance agricole du pays, que d'avoir la FNSEA, que d'avoir les associations spécialisées, que d'avoir les interprofessions au niveau national, au niveau régional, parfois même au niveau départemental. Et la difficulté qu'a l'État à faire confiance aux acteurs professionnels et à chercher à faire émerger soit des personnes, c'était le cas avec Jérôme Bail, soit des syndicats concurrents du binôme FNSEA-JA, pour
avoir le choix, en fin de compte, de son interlocuteur, avoir le choix de la position à porter, nous interroge beaucoup. On a l'exemple des conférences de la souveraineté alimentaire que les parlementaires dont tu fais partie ont porté dans la loi d'orientation agricole qui a été votée au mois de février. Heureusement qu'il y avait le salon, sinon on l'aurait toujours pas, cette loi. L'article 1, il dit que le ministre de l'Agriculture doit organiser d'ici l'été 2026 des conférences de la souveraineté alimentaire. Annie Genevard, reconduite il n'y a pas très longtemps, a décidé d'organiser ces conférences de la souveraineté alimentaire. C'est bien, elle se conforme à ce que veut le Parlement. Mais plutôt que de faire confiance à France Agrimaire, donc qui est un institut public co-dirigé par l'État et la profession agricole, où dans chaque collège, par exemple les ruminants, tout le monde se réunit et désigne un représentant qui globalement est issu de la production, mais en capacité de discuter avec tout le monde. Nous, c'est Johan Barbe. Plutôt que de prendre les présidents de France Agrimaire, ce que vous souhaitiez, les parlementaires, c'est ce qui était écrit dans la loi, hein, elle a choisi de nommer des référents. Des référents qui sortent d'un peu partout. Alors il y en a qu'on apprécie bien, c'est le cas de Christiane Lambert par exemple. Il y en a qu'on apprécie un petit peu moins. Il y avait M. Papin, bon, il se trouvait qu'il est plus disponible, donc on lui a trouvé un remplaçant, mais l'incapacité de l'État à reconnaître les professionnels agricoles, leur légitimité, y compris légitimité au-delà de la production avec les autres collèges, et à chercher à faire émerger d'autres acteurs pour avoir le choix de ce qu'on retient, de ce qu'on ne retient pas, fragilise la capacité de l'État à créer une dynamique conjointe. Et je sais que beaucoup individuellement, d'hommes et de femmes politiques, essayent de créer cette dynamique et de faire en sorte que le pouvoir public et représentants de l'industrie agroalimentaire et de la production portent le même message. Malheureusement, l'État, la classe politique de manière générale, s'y refuse et reste dans une position, malheureusement comme dans d'autres sujets, de bonnes intentions, mais pas une réelle volonté de travailler et d'avancer. Donc malheureusement, nous servons d'outils de communication politique à la ministre, au président de la République, à beaucoup de députés, mais nous n'arrivons pas à avancer. Merci. C'est un point de vue tranché. On aura compris que les politiques, Maxime leur reproche d'être absents, voire de semer la zizanie. On a la chance effectivement d'avoir Richard Amos qui est présent, député du Loiret, et qui lui va défendre l'idée que justement cette bataille de l'attention politique, elle n'a pas été perdue. La parole est à vous, monsieur le député. Oui, il faut pas, bonjour à toutes et à tous, il ne faut pas confondre l'opinion et le politique. La question qui est posée dans ce débat, c'est est-ce que la bataille sur le politique est perdue ? La bataille sur le politique, elle n'est pas perdue. Vous voyez que le Premier ministre va faire 5 grands débats et 5 grands thèmes, a priori à partir de la semaine prochaine. Rassurez-vous, je ne comprends rien à ce qui se passe au Parlement. Il y a l'agriculture dedans. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'agriculture, il est pris en compte par le politique. Simplement, et par contre, oui, il y a eu avec l'opinion des difficultés. Le politique, finalement, il est comme l'opinion. Il est le résultat de l'opinion. On est dans une crise de sens. C'est-à-dire que moi, j'estime que depuis 2012, on n'a pas fait d'élection présidentielle. L'élection présidentielle sous la Ve République, c'est des grands sujets qu'on met sur la table et on les tranche politiquement. Et donc, savoir comment on met en place en France notre agriculture, et moi, j'aime pas le mot agriculture, pardon, je préfère alimentation. C'est-à-dire que peut-être tout à l'heure, Maxime, vous savez l'estime que j'ai pour vous, mais quand vous me dites, Madame, on aime bien Madame Lambert, puis j'ai cru comprendre un peu moins Monsieur Papin. Monsieur Papin, il a été chez Super U, celui qui a signé des contrats tripartites. Moi, je crois que la difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'agriculture, d'abord, on a une génération de politiques qui ne connaissent pas l'agriculture. C'est-à-dire, on a une génération de politiques. Vous savez, autrefois, le politique, il disait « je connais bien l'agriculture ». En fait, il avait passé 3 jours dans le foin, mais il était très fier de dire « je connais bien l'agriculture ». Vous avez raison, aujourd'hui, on le voit moins. Mais c'est aussi à l'agriculture, je dirais, d'aller vers le politique. Je vais donner 2 exemples. Moi, je suis très fier, surtout ici dans le Val-de-Loire, l'amendement pour défendre le biocarburant, c'est-à-dire pour que dans notre région du Val-de-Loire, les biocarburants ne soient pas taxés à 400%, c'est moi. C'est moi, il y a quelques semaines, il y a quelques jours dans l'hémicycle. J'y vais peu dans l'hémicycle parce que je trouve ça sera un autre débat, mais j'y vais pour défendre 2-3 trucs. Je suis venu défendre les biocarburants, c'est mon amendement qui a été pris et j'ai réussi également à discuter avec la gauche. Et puis de l'autre côté, il y a eu la loi du plomb, par exemple. J'étais d'accord avec 90% de la loi du plomb, mais mon combat dans ma vie, c'est pas de produits qui sont dangereux pour la santé. Et donc, j'étais pas d'accord sur l'acétamipride. J'avais aussi honte, parce qu'on n'est pas capable de dire à des gens qui nous foutent des produits de l'étranger, eh bien, il faut les interdire. Mais mon combat politique à moi,
c'est qu'il n'y ait pas, notamment pour les plus pauvres, des produits dangereux pour la santé. C'est la faiblesse du politique. Mais la faiblesse du politique, elle est due à une faiblesse également, je dirais, de l'opinion publique. Et donc, je pense que là-dessus, l'agriculture a encore sa place. Moi, je pense qu'il faut... On n'a pas le choix de toute façon. Sinon, on va tous crever ensemble. Et il y a d'autres continents, qui vont prendre le lead. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'agriculture, de l'autre côté l'industriel, de l'autre côté le transporteur et de l'autre côté le distributeur. Moi, j'ai été frappé. Je connaissais bien Michel Biérot, pour qui j'avais estime, président de Lidl, qui avait monté des contrats tripartites. Je discute beaucoup avec Schellcher, avec Super U. J'étais pas dans l'hémicycle, mais quand Super U, et j'y ai participé grandement, enlève 19 additifs dans ses produits, j'y suis pour quelque chose, et c'est pas dans les... Et je pense qu'on donne là finalement un avantage concurrentiel français, et on donne un avantage à l'agriculture. Encore faut-il avoir les moyens qu'on n'importe pas des normes et des produits auxquels on impose à nos agriculteurs. Mais je pense pas que l'agriculture soit aujourd'hui parent pauvre de la société. Par contre, et je le dis peut-être à la FNSEA, vous dites Madame Lambert, ou vous dites, pardon, Madame Genevard. Madame Genevard, il n'y a pas plus grand porte-parole que de la FNSEA. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire mieux. Par contre, on est en confrontation tout le temps. Moi, je trouve que la FNSEA, par exemple, fait des choses formidables sur l'écologie, formidables sur le développement durable. Mais c'est comme si, dans l'hémicycle, vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. La FNSEA, c'était la droite, d'accord ? La conf, c'est l'extrême gauche. Mais la réalité politique aujourd'hui, c'est que vous avez une extrême droite auquel on ne comprend rien. Les paysans sont plutôt favorables à l'extrême droite, mais regardez ce qu'ils ont voté contre l'agriculture. L'extrême gauche, on a l'impression qu'ils sont réduits à la conf paysanne, d'accord ? Et au milieu, c'est le grand n'importe quoi. Et donc, là aussi, on a à réapprendre à parler ensemble. On a à remettre ces sujets qui sont à la fois des sujets à la fois de souveraineté, et à la fois aussi... Ce qui est assez rare quand même, c'est que je pense que là, la crise agricole, vous savez que je vais voir pas mal de paysans dans la cour de ferme, elle n'a jamais été aussi grande. C'est-à-dire que, d'habitude, le paysan, je disais souvent, pour les blaguer, je disais, j'aime bien venir vous voir en février, parce que c'est là où il y a le moins de jours pour vous plaindre. Aujourd'hui, j'aime, là devant vous, mais j'ose plus cette blague-là. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans une révolte paysanne. On est dans des gens qui ont peur. Et si nous, les politiques, on n'arrive pas à définir, et ce sera ma conclusion sur cette partie-là, une nouvelle politique agricole, une nouvelle politique de l'alimentation dans la présidentielle qui s'ouvre, alors ça ne marchera pas. Et je le dis au monde agricole, je le dis ici à l'Open Agri-Food, il faut qu'on écrive un pacte de l'alimentation à faire signer par l'ensemble des candidats à la présidentielle. Et dans ce pacte de l'alimentation qu'on fait signer à tous les candidats à la présidentielle, il y a évidemment un volet agricole, un volet industriel, un volet transporteur français, parce que c'est pas normal qu'ils bousillent, que ces camions espagnols bousillent nos routes, d'accord ? Et puis derrière, on les taxe pas. Et donc c'est ça qu'il faut monter ici ensemble, c'est-à-dire un grand pacte sur l'alimentation. Merci. Merci Richard Amos. Donc on aura entendu crise de sens, génération de politiques qui ne connaissent pas l'agriculture, remise un peu de la balle au centre, parce que vous dites aussi les agriculteurs sont peut-être un peu responsables, il y a une part de responsabilité, et puis vous le soulignez à la fin, une vraie crise agricole, et peut-être une crise historique effectivement qu'on vit. Comme témoin, nous avons Frédéric Gon, qui est agriculteur dans le Loiret, et qui va réagir un petit peu à ce qu'il a entendu, et puis qui va nous faire part de... C'est une réaction super facile après 2 tribuns pareils. C'est évidemment l'exercice qui est complexe, mais vous l'avez dit, Monsieur Ramos, derrière tout ça, c'est une vraie question de société, c'est une question de sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans cette société qui est de plus en plus divisée, mais notre monde agricole est similaire à ça aussi, nous avons la complexité que de construire des objectifs communs, avec un partage de connaissances qui est nécessaire en tant que tel. Et vous, élus, être un petit peu entre tout ça. Vous êtes normalement les rassembleurs et vous devez, à un moment donné, construire ces unités communes et en tout cas nous aider à construire ces objectifs communs qui sont des objectifs agricoles, industriels, d'alimentation, d'environnement, etc., etc. Et moi, agriculteur là-dedans, je vous regarde et j'ai du mal à acquérir de la confiance.
C'est ça qui me manque aujourd'hui, c'est ça qui nous manque aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a des débats de société qui sont de plus en plus violents et diverses et variées. Cette violence, elle me fait peur. C'est une violence agricole aussi qui me fait peur. Et j'estime que c'est pas dans la défiance, mais plutôt dans la confiance que l'on va construire demain et construire notre alimentation et construire une agriculture durable. Quand je mets durable, derrière tout ça, il y a la notion de pas de temps. Vous êtes élu pour un mandat. Chambre d'agriculture, c'est un petit peu pareil aussi. Alors je mets un petit peu tout le monde dans le même panier. Mais les mandats, c'est 2-3 ans. Moi, je fais une récolte par an en tant que telle. Et puis, on parlait de génétique ce matin. Pour élaborer une nouvelle variété, il nous faut 10 ans, 15 ans. Donc, c'est quoi la variété de demain? Et j'ai besoin de savoir aujourd'hui où va l'agriculture pour construire cette variété-là. Il n'y a pas de temps, cette notion de pas de temps en tant que telle. Et puis, derrière vous, derrière les élus, nous avons un certain nombre d'équipes et autres. Et moi, je travaille beaucoup avec les équipes du ministère de l'Agriculture en région et je travaille très bien avec eux. Là aussi, il y a une bonne part de confiance et de dialogue qui s'est instaurée. Mais il n'empêche pas moins qu'on a aussi derrière tout ça un certain nombre de lourdeurs en tant que telles. Moi, je travaille sur la partie blé dur, par exemple. Je suis le représentant de la filière blé dur, qui est une belle filière avec des gens qui sont très organisés, la recherche fondamentale, l'INRA, etc. Et puis on s'en va jusqu'aux pastiers et semouliers qui sont avec nous. En 2023, nous avons construit un plan. Nous sommes allés voir le ministère de l'Agriculture à l'époque, Marc Fesneau, qui nous a dit « ça a de la gueule. Il faut que le blé dur, qui aujourd'hui est en danger », je vous rappelle qu'on consomme sur notre territoire 68% des pâtes que l'on consomme sont fabriquées à l'étranger et pas avec du blé dur français en tant que tel. 2024, il nous signe un plan avec un accompagnement de l'État très fort. Nous sommes aujourd'hui en novembre 2025, après avoir passé toutes les fourches codines et les différents examens dans les différents ministères et autres. On nous dit, mais non, là, ça va pas, il y a un truc qui va pas bien, on n'avance pas. Combien de milliards, tu peux le rappeler ? Alors, on avait un plan qui était à l'époque de 43 millions, pas en milliards, c'est dommage. Et l'État devait nous accompagner pour 11. Voilà. Donc on avait entre tout ça et derrière tout ça, bien évidemment, l'effort du monde agricole en tant que tel, puisque moi, en tant que producteur végétal, je contribue à la recherche. Et puis les semenciers, les pastiers, les semouliers, etc. Donc voilà ce qu'on rencontre concrètement sur le terrain. Et en tant que tel, vous devez être, et la ministre de l'Agriculture, qui est élue comme vous aussi, sous différents angles, doit être le facilitateur et l'accompagnateur de ces stratégies durables et à long terme. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, on aura entendu, merci, on aura entendu confiance et besoin de compréhension. On a la chance d'avoir Fabrice qui va réintervenir, qui est citoyen engagé du club Carrefour. Et je salue aussi la présence d'Alexandre de Palmas, qui est le directeur exécutif de Carrefour France, qui est ici présent. Fabrice, qu'est-ce que le citoyen et le consommateur répond et qu'est-ce qu'il pense de cette question? La tension politique a-t-elle été perdue par l'agriculture? Alors, je vais prendre ma double casquette. Citoyen, consommateur engagé et élu local. Monsieur le député, quand je regarde les séances de l'Assemblée nationale, j'ai honte. J'ai honte parce que c'est à l'inverse des valeurs que j'enseigne à mes enfants. Le respect, la violence, on le retrouve tous les jours en séance, matin, midi et soir. Je vous rejoins quand on dit que depuis 2012, on ne vote pas sur un projet, on vote contre quelqu'un. Et derrière, on ne va pas sur un projet politique pour la France, un projet pour les agriculteurs. De plus, la foison des normes, la foison des textes législatifs votés non appliqués, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu le ménage, qu'on simplifie un peu la vie des citoyens, les normes, la vie de nos agriculteurs. Je donne juste un exemple. Sandrine, tout à l'heure, m'a soufflé. On fait les courses chez X et Y. On veut chercher un plat préparé pour une famille. On a le choix entre les lasagnes bolognaises avec X 1000 ingrédients bizarres. On a le hachis parmentier, mais on n'a rien pour les légumes, pour une famille. Là, je pense que c'est un sujet. Et je dirais, le politique est toujours en réaction.
nos amis agriculteurs vont bloquer un rond-point, un ministre, un député, un sénateur va venir, leur serrer la main et dire on va trouver un plan d'action. Mais je pense qu'il faut qu'on anticipe. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Merci. On a un peu de temps, donc Richard a été... Merci beaucoup, Fabrice. Ça avait le mérite de la franchise et le mérite aussi de pouvoir se dire les choses directement. Peut-être juste, vous avez été bien pointé, monsieur le député, donc une petite réaction et après on passera la parole à la salle. Mais c'est une évidence que de penser qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, beaucoup de gens la regardent avec honte. Mais ce qui est dingue, vous allez dire, mais alors qu'est-ce que tu fais là ? Aussi les députés. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans des choses où, quelque part, que ce qui est clivant, tout ce qui est agressif fonctionne. Vous l'avez vu dans vos syndicats. Vous avez vu comment la coordination rurale a monté le ton dans l'agressivité et donc a conflictualisé. Tout est conflictualisé. Et donc l'Assemblée nationale, elle est très conflictuelle. Moi, par exemple, je n'ai jamais été autant à l'Assemblée nationale et si vous allez sur mondéputé.fr, je dois être le plus mal noté. Pourquoi ? Je refuse d'appuyer sur des textes de loi dont je sais que c'est inutile. D'accord ? On est en train de fabriquer la République du faire-semblant. C'est-à-dire, alors, le peuple a aussi sa responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, on a toujours vécu, normalement, sur un président de la République, finalement, des ministres et des députés qui étaient majoritaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, en France, on ne sait pas travailler dans le compromis. On ne sait pas se mettre autour de la table pour trouver des consensus. Et donc, l'Assemblée nationale... elle est vraiment à son apogée de l'incompréhension. Alors moi, je crois vraiment que la solution, elle ne se trouvera pas dans le ministre, pardon de le dire comme ça, mais dans une réelle décentralisation. Moi, je pense qu'il faut demain redonner du pouvoir. Il y avait en gros 13 régions, peut-être qu'il nous faudra 20 provinces. Et dans ces 20 provinces-là, on descend complètement le centre de décision. C'est-à-dire que si on attend qu'un ministre, que dont la durée de vie est plus courte qu'un yaourt, que sa DLC est plus courte qu'un yaourt, puisse trouver des solutions pour ce pays, pour l'agriculture et l'agroalimentaire, on se trompe. Je pense qu'il faut trouver des solutions qui seront sur des provinces avec une réelle décision, pas une décision parisienne. Moi, j'avais dit depuis 2020, si on ne fait pas de la politique autrement, on ne sera pas réélu. Et je le pense. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à décentraliser. Et je le dis, si on n'arrive pas à faire ça, on est déjà dans une crise politique, là on le voit, qui va peut-être, mais dans quelques jours, parce que plus personne ne comprend rien à ce qui se passe au Parlement, pardon, mais qui va devenir une crise institutionnelle. Et demain, la crise institutionnelle, c'est forcément une crise économique grave avec une crise sociale. Et donc, la seule façon aujourd'hui de répondre à ça, c'est pas en changeant de ministre, c'est pas en changeant de Premier ministre. Tout le monde l'a compris que c'est pas là le problème. Il faut changer structurellement. Changement structurel. D'accord. Structurel. Et pour le faire, il faut reprendre des grandes provinces et finalement, les décisions qui étaient nationales, avec toutes ces têtes d'œufs dans les ministères qui nous expliquent qu'il faut modéliser quelque chose et que tout doit se faire de la même façon, on aura c'est pas compris, possible. Richard Amos, donc c'est peut-être le début d'un... on va faire circuler la parole. C'est peut-être le début d'un programme présidentiel. Hein. Donc décentralisation. Maxime, avant qu'on donne la parole à la salle pour le jeu de questions-réponses. Très rapidement, juste sur la question des provinces, hein, je ne vois pas pourquoi ce qui ne marche pas une fois à Paris marcherait à Paris, à Orléans, à Lyon, à Grenoble, à Lille, à Marseille. Et ce n'est pas en délocalisant un sujet qu'on règle le problème. Juste par rapport aux interventions précédentes, dire que, si on va être un petit peu populiste, hein, qu'en 3 ans, on n'arrive pas à débloquer 11 millions d'euros pour que les pâtes qu'on trouve dans le commerce soient des pâtes françaises plutôt que des pâtes italiennes. Et quand on a les débats à l'Assemblée nationale où, sur certains sujets, notamment sur les recettes, on n'est même pas au milliard près de précision sur où est-ce qu'on va atterrir dans 1 mois, pas dans 6 mois ou l'année prochaine. On ne parle même pas du budget 2026, hein, mais sur le budget 2025, l'État n'est pas capable, au milliard près, de connaître ses recettes, que malgré la mobilisation de Marc Fesneau et d'Annie Genevard, qui sont sans doute de bonne volonté, mais qui n'y mettent
peut-être pas le poids ou qui n'ont pas l'énergie nécessaire. On n'arrive pas à débloquer 11 millions d'euros sur la filière blé dur. Moi, ça me déprime et ça a plutôt tendance à me résigner parce que l'énergie qui a été fournie par l'ensemble des acteurs, du producteur à tous les transformateurs pour bâtir ce plan, pour mobiliser leurs moyens, 2/3, 3/4 du financement quasiment du plan est issu de la filière, des acteurs privés. On a un quart de financement public, on n'y arrive pas. Deuxième sujet, je vais être très rapide sur le... Tu as dit, Richard, les agriculteurs votent RN. Pourquoi les agriculteurs votent RN? C'est que le RN, quand il dit on interdit les NNI en France, il dit on protège le marché français. Ce que les centristes, comme toi, n'ont jamais voulu assumer. De dire on fait un marché commun, mais à côté de ça, on veut continuer à contraindre le marché au niveau national, contraindre la production. Cette manque de cohérence d'une partie de la classe française, ça fait longtemps que l'extrême droite le met en avant, et c'est pour ça que les agriculteurs français, pour une partie en tout cas, se reconnaissent dans le discours du RN aujourd'hui, c'est que la dissonance entre des contraintes de production française et un marché de commercialisation européen, ils le soulignent depuis longtemps, et ça ne vaut pas nécessairement d'adhésion à la solution, ils reconnaissent juste que le RN a ciblé le problème. Le dernier point sur la coordination rurale, et le fait qu'il soit contestataire, c'est le cas. Et si la coordination rurale a progressé partout en France, et en particulier dans la région dont j'ai le plaisir d'être le président, c'est parce que les formes traditionnelles de travail entre le monde agricole et l'État, les pouvoirs publics, ne fonctionnent plus. Le binôme que formaient les interprofessions, les associations spécialisées, le syndicalisme majoritaire, JA-FNSEA, pour régler les problèmes avec l'État ne fonctionne plus parce que l'État ne reconnaît plus les corps intermédiaires. Quand on ne trouve plus de solution, de manière raisonnable et pragmatique, c'est la contestation qui l'emporte et c'est ce qui s'est passé dans une partie des départements en janvier dernier. Merci. Merci Maxime.